Avant la Deuxième Guerre mondiale, la planète industrialisée fabriquait 1 million de tonnes de produits chimiques. Et en 2005, 500 millions. Entre les deux, la production de masse, la frénésie du progrès, le consumérisme des 30 glorieuses, la magie pétrochimique qui invente le biberon incassable et les couverts en plastique. Crude oil, like everything else, is made up of billions of tiny molecules. And using the magic of research, oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into, well, you name it, fabrics, toothbrushes, tires, insecticides, cosmetics, weed killers, a whole galaxy of things to make a better life on Earth. We know that there are Il y a aujourd'hui entre 80 et 85 000 substances chimiques sur le marché, dont environ 7 000 qui sont commercialisées à haut volume. Pour la plupart, leur toxicité n'a pas été testée. Ça, c'est le point de départ. Mais vous allez me dire, et alors? On les fabrique, elles sont formidables, elles permettent de fabriquer tous les produits que ces images montrent. Oui, mais le problème, c'est qu'elles pénètrent dans nos corps, ce qu'on ignorait totalement à l'époque. Les perspectives sont infinies, le potentiel est infini. Oui, si vous ignorez les déchets et toutes les substances chimiques et les contaminants qui s'échappent des produits. Et c'est ainsi que nous avons construit le monde moderne, en pensant que tout était innocent, jusqu'à preuve du contraire. Personne n'aurait pu imaginer que nous aurions plus de 200 produits chimiques dans le sang. Ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'ils sont forcément toxiques, mais aucun d'entre eux n'est censé être là. Alors, d'où viennent-ils ? Les produits chimiques se sont mis à partager notre vie quotidienne, incrustés dans les plastiques, les détergents et les grille-pains, nichés dans les aliments, les boîtes de conserve, les jouets, les shampoings, invisibles et partout à la fois, y compris dans nos corps. So, you know, I'm old enough. I watched this kind of thing, and in fact, vous savez, je suis assez vieux pour avoir vu ce genre d'image. En fait, quand j'étais petit, ils venaient pulvériser du DDT dans les rues pour tuer les insectes. Et nous, les gosses, on courait derrière pour sentir les gouttes sur notre visage. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'à l'époque, rien ne nous permettait de savoir que toutes ces choses généreraient des produits nocifs. Où que l'on cherche, on trouve des produits chimiques dans nos corps. On en détecte dans les urines, ce qui est une bonne façon de les mesurer, dans le sang, dans le liquide amniotique des femmes enceintes, dans le cordon ombilical et le méconium après la naissance des bébés, dans le lait maternel. Où que l'on cherche, on trouve des quantités mesurables de produits chimiques qui proviennent de notre environnement. Et le problème, c'est qu'ils sont invisibles. Le confort moderne se balade dans nos veines sous des noms strictement inconnus et parfaitement barbares. La grande famille des pesticides, du dichloro-diphényltrichloroéthane, le DDT, à l'atrazine, phtalate, bisphénol A, parabène, diphényléther polybromé, acide de perfluorooctane. Une pollution invisible, continue, qui intoxique l'humanité en toute discrétion et à domicile. Avec l'engouement pour les produits modernes, c'est l'augmentation de la demande et de la production qui a entraîné l'invasion de nos existences par ces substances. Je pourrais vous demander, vous fumez ou vous buvez de l'alcool? Alors je pourrais connaître certaines de vos expositions. Mais si je vous demande si vous prenez des phtalates ou du bisphénol A, comment pourriez-vous le savoir?
Nous vivons dans un monde chimique. Les produits chimiques ont des fonctions. Ils sont très utiles. C'est pour ça qu'ils existent. Le prix à payer, c'est que nous y sommes exposés. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. Nous avons besoin d'une approche rationnelle pour mesurer leur utilité par rapport aux risques pour notre santé. Yes, Raid. New bug killer discovery from Johnson's Wax. Use Ajax, the foaming cleanser. Gets things clean, just like a whiz. You'll start paying the elbow tax when you start cleaning with Ajax. So use Ajax. Notre quotidien le plus banal est farci de produits chimiques qui s'échappent des objets. Et certains ont une caractéristique bien particulière. Ils peuvent cambrioler notre intimité hormonale, c'est-à-dire bloquer les hormones ou les imiter, donc altérer leur taux. On les appelle les perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien est un produit chimique qui, d'une manière ou d'une autre, interfère avec le système endocrinien, c'est-à-dire le système qui produit, régule et gère les multiples hormones du corps humain, comme l'œstrogène, la testostérone, les hormones thyroïdiennes, etc. Un perturbateur endocrinien peut influer sur la quantité d'hormones qui est produite ou qui est envoyée à telle ou telle destination, si vous voulez. Les hormones sont des messagers. Elles transportent de l'information d'un organe à l'autre. Les hormones naturelles sont fabriquées par le système endocrinien, c'est-à-dire l'hypothalamus, l'épiphyse et l'hypophyse dans le cerveau, la thyroïde, le thymus, les surrénales, le pancréas, les ovaires chez la femme, les testicules chez l'homme. L'adrénaline, par exemple, est une hormone qui participe à la gestion du stress. Un manque d'insuline peut causer du diabète. Les hormones sont souvent extrêmement puissantes. Leurs messages et leurs signaux doivent être accordés en finesse, un peu comme si quelqu'un allumait une lumière et que quelqu'un d'autre l'éteignait ensuite. Toutes ces réactions on-off doivent être soigneusement contrôlées. Et un produit chimique extérieur qui intervient dans ce circuit d'une manière ou d'une autre peut avoir de graves effets secondaires sur notre santé. Le corps sécrète de la testostérone, l'hormone sexuelle masculine, en quantité et en temps voulu. Ni plus ni moins. Haute précision. À minuscule quantité, grands effets. Mais les phtalates, par exemple, des perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les plastiques, peuvent duper le système hormonal et squatter ces mécanismes en bloquant l'action de la testostérone. Les perturbateurs endocriniens parasitent les manœuvres sophistiquées des hormones. Autant jouer du Chopin avec des moufles. L'étude des perturbateurs endocriniens s'intéresse à ce qui peut mal tourner quand on introduit dans le corps un produit chimique qui agit sur les hormones. Un produit que, du point de vue de l'évolution, le corps n'est pas conçu pour gérer. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre façon de faire à nous autres, humains. On ne voit pas une chose, alors on présume qu'elle n'existe pas. Ce produit chimique sert à faire du plastique, alors allons-y. Ce produit tue les insectes, super. Quand on crée un produit chimique, on le teste seulement pour ce que l'on connaît, pas pour ce que l'on ne connaît pas encore. Nous avons beaucoup de tests à notre disposition, mais avec les perturbateurs endocriniens, la plupart des effets qui nous inquiètent ne sont pas détectés par les systèmes existants.
Quand des études épidémiologiques révèlent des liens entre l'exposition à un produit chimique et une maladie, c'est parce qu'on a pu séparer la population exposée de celle qui ne l'était pas. Par exemple, des gens qui pulvérisent des pesticides dans les champs comparés à des citadins. Mais quand il s'agit de plastique ou de choses qu'on trouve dans les urines ou le sang de tout le monde, on n'a pas ce privilège, car il est impossible de distinguer une population vierge d'une population exposée pour mener ces études sur l'homme. It's this rapid adaptability, together with the attractiveness, usefulness, and low cost of the plastic itself, that has made this industry one of the fastest growing in the nation's history. What's it to you? Triomphe de la chimie, le plastique a progressivement envahi notre quotidien. La production des 10 dernières années dépasse celle de tout le XXe siècle. Mais le plastique recèle plusieurs types de perturbateurs endocriniens. Rendu célèbre par sa présence dans les biberons, le bisphénol A a pour inconvénient d'imiter l'œstrogène, l'hormone sexuelle féminine. Des études menées par les Centers for Disease Control, par exemple, ont montré que plus de 92% des urines qui correspondent au profil de l'Américain moyen contiennent du bisphénol A. Le bisphénol A sert à fabriquer du polycarbonate et des résines époxy. Ingrédients des circuits imprimés, essuie-tout, vaisselle en plastique, prises, revêtements de sol, petits et gros électroménagers, réfrigérateurs, lave-linge, micro-ondes, mixeurs, aspirateurs, lave-vaisselle, meubles métalliques, tickets de caisse, de parking, d'avion, etc. Colles et adhésifs, bonbonnes d'eau, amalgames dentaires, emballages alimentaires, équipements automobiles, récipients en plastique, conserves et canettes, sèche-cheveux, lunettes de protection, casques de sport, raquettes, skis, outils de jardinage, appareils photo, lunettes, DVD, récipients de produits d'hygiène, gourdes, fer à repasser, télé, rasoir, ordinateur. En France, il est interdit dans les biberons. En gros, on ne peut plus évaluer une exposition et ses conséquences sur l'homme parce que tout le monde est exposé tout au long de sa vie. Et parce qu'on ne peut pas prendre en compte cette exposition quotidienne à l'échelle d'une vie pour établir un lien de cause à effet. Nous devons donc nous reposer sur les études sur l'animal. Non. Nous avons exposé des animaux in utero, au moment du développement du fœtus, à des doses infimes de bisphénol A. Puis nous avons suivi leur développement. Exposés à cet oestrogène d'origine chimique, les bébés souris manifestent hyperactivité et troubles du comportement. Puis, en grandissant, deviennent obèses, développent des tumeurs des glandes mammaires et de la prostate, entre autres. Maintenant, nous avons la preuve que si l'on expose des rats et des souris à des doses infimes de bisphénol A, comparables à notre exposition environnementale, on augmente le risque de cancer. Et à des doses plus élevées, on provoque un cancer à coup sûr. Dans les années 50, une femme sur 22 risquait d'avoir un cancer du sein. Aujourd'hui, c'est une femme sur 7, 3 fois plus. Ce n'est pas le résultat d'une modification de notre composition génétique. La période est trop brève. Cela ne peut être dû qu'à l'environnement. On se demande depuis longtemps si les maladies sont dues aux gènes ou à l'environnement.
Et maintenant, nous savons que les deux en sont responsables. Alors, si nous voulons comprendre l'étiologie, la cause des maladies, il nous faut comprendre la part génétique, mais aussi la part liée à l'environnement. Et l'environnement regroupe les expositions chimiques, la nutrition, le stress, les médicaments, les infections. Pendant le développement, il existe certaines fenêtres où l'organisme est extrêmement sensible aux expositions chimiques, qu'elles soient naturelles ou synthétiques. On peut exposer un adulte à des produits chimiques et n'avoir aucun effet. Mais si on expose un embryon, un fœtus ou un nouveau-né, il peut y avoir un impact. Nous savons aujourd'hui que le moment où l'impact de la nutrition et des produits chimiques est le plus important, c'est pendant le développement. Les effets des produits chimiques vont dépendre du moment, de la dose, mais aussi de qui est exposé. Les substances sont seulement là quelques jours pendant le développement et disparaissent. Puis, plus tard dans la vie, après une longue période de latence, ces maladies se manifestent. Cela s'appelle les origines développementales des maladies. Nous pensons que l'origine de presque toutes les maladies d'aujourd'hui se situe au moment du développement. Chez les rats et les souris, en tout cas, c'est exactement ce qui se passe. Exposés pendant la grossesse à des perturbateurs endocriniens, ils développent hyperactivité et déficit d'apprentissage, résistance à l'insuline, prise de poids. Chez les femelles, cancer des glandes mammaires, anomalie des ovaires. Chez les mâles, cancer de la prostate, infertilité, anomalies génitales comme la descente incomplète des testicules dans les bourses. Or, chez les humains aussi, les maladies adultes peuvent s'amorcer dès la vie fœtale. Depuis la création du registre des cancers au Danemark en 1943, le taux de cancer des testicules a augmenté de 400%. C'est une augmentation stupéfiante en seulement une ou deux générations, et elle ne peut être due qu'à des facteurs environnementaux. De nombreuses pistes suggéraient que les origines du cancer des testicules se situaient très tôt dans la vie. Nous avons émis l'hypothèse que ce cancer commençait pendant la vie fœtale, même si la tumeur ne se développait pas en tant que telle avant l'âge adulte. Cette hypothèse d'une origine fœtale du cancer des testicules a maintenant reçu l'appui de nombreuses études menées dans le monde. Et il se trouve que ce cancer est associé à d'autres anomalies des testicules. Anomalies qui sont parfois visibles juste après la naissance, quand par exemple les testicules ne se développent pas tout à fait normalement, ils ne descendent pas complètement dans le scrotum, ou bien quand le pénis ne se développe pas comme il faut. Il y a alors une augmentation du risque de cancer des testicules. C'est-à-dire que nous avons un groupe de symptômes, de maladies, qui sont liés et que nous appelons maintenant le syndrome de dysgénésie testiculaire. Un syndrome qui ne fait pas qu'augmenter dans les statistiques. Il va aussi de pair avec une baisse considérable de la fertilité. Environ 1% par an, soit moitié moins de spermatozoïdes en 50 ans. C'est marée basse dans les bourses du monde moderne. Notre hypothèse était donc la suivante. Si une hormone extérieure pénètre dans les testicules et perturbe l'équilibre délicat au moment de leur développement, on pourrait alors avoir les mêmes conséquences qu'avec un problème d'origine génétique.
Listen to the sounds of freshness. Parmi les suspects, certains pesticides qui imitent les oestrogènes, mais aussi des ingrédients du plastique qui ont la fâcheuse propriété de bloquer la testostérone. Au cours de cette recherche, nous avons découvert de nouveaux circuits dans notre organisme et des effets qui n'étaient pas reconnus auparavant. Un bon exemple, les plastifiants, certains phtalates. Il se trouve qu'ils interfèrent avec l'action des hormones sexuelles masculines pendant la vie fétale. Les phtalates. Nous y sommes tous exposés. Via le plastique PVC et les rideaux de douche, revêtements plastifiés, tapis de sol, détergents, sprays, tissus imperméables, ballons, films alimentaires, fenêtres, adhésifs écoles, motifs sur vêtements, parfums, cosmétiques comme les rouges à lèvres et vernis à ongles, médicaments, shampoings, après-rasage, gel et lac pour cheveux, gants, Zodiac, jouets, matériel hospitalier, tongs, bottes, baskets, semelles, câbles et fils, insecticides, jusqu'aux tuyaux d'arrosage. À l'origine, au tout début de l'embryon, l'appareil génital est neutre, sexuellement neutre. Puis il se développe, il se différencie et devient féminin ou masculin. En fait, il est féminin par défaut. Car sans l'intervention de la testostérone, l'appareil génital reste féminin. Donc, la quantité de testostérone et le moment précis de son intervention sont absolument cruciaux pour enclencher toute une cascade de changements qui donneront naissance aux organes génitaux masculins type. Si cette testostérone n'est pas là, ou qu'il n'y en a pas assez, ou qu'elle arrive au mauvais moment, tout ce processus peut être perturbé. Et c'est exactement ce que font les phtalates. Il existe un marqueur très important pour les toxicologues qui travaillent sur des rongeurs. Nous y avons prêté particulièrement attention. C'est ce que l'on appelle la distance anogénitale, la distance entre l'anus et le scrotum. Chez les rongeurs, la distance anogénitale est en moyenne 2 fois plus longue chez les mâles que chez les femelles. Mais quand leur mère a été exposée à des phtalates, la distance anogénitale des petits mâles est réduite. Plus la dose de phtalates est importante, plus la distance anogénitale est réduite, au point de ressembler à celle des femelles. Nous nous sommes demandé si cela pouvait arriver chez l'homme. Avec son équipe, Shanna Swan a mesuré les taux de phtalates chez plus de 100 femmes enceintes. Puis, quand les bébés sont nés, elle a soigneusement examiné les petits garçons à la recherche de signes de féminisation. Conclusion, certains phtalates, 2 en particulier, nous préoccupent. Ils ont une influence majeure sur la distance anogénitale et les petits garçons très exposés à ces phtalates ont un appareil génital moins typiquement masculin. Car leur distance anogénitale est réduite, leurs pénis sont plus petits et leurs testicules sont plus susceptibles de ne pas descendre complètement dans le scrotum. Ce sont les 3 caractéristiques externes du syndrome phtalate que nous avons pu constater chez eux. Une autre famille de perturbateurs endocriniens est, quant à elle, soupçonnée de s'en prendre au cerveau et de provoquer dyslexie ou troubles de la mémoire et de l'attention chez les enfants. Ce sont les diphényléters polybromés, ou PBDE, des additifs qui retardent la progression du feu. Afin de respecter les normes anti-incendie, on en a truffé les objets inflammables et les plastiques à partir des années 70. Les PBDE se nichent dans les moquettes et tapis, lave-linge, cuisinières, hôtes, grille-pain, réfrigérateurs, batteurs, fer à repasser, lave-linge, micro-ondes, matelas, oreillers, radio-réveil, tuyaux, tentes, peintures, tissus d'ameublement et leur rembourrage, canapés, rideaux, chaises de bureau,
Circuits imprimés, fax, ordinateurs, imprimantes, les emballages de tout cela, ampoules, prises, câbles, piles, équipements de voiture, autoradio, batteries, ventilateurs, sèche-cheveux, aspirateurs, fer à friser, téléphone, téléviseur, télécommande, lecteur DVD, chaîne, radio, etc., etc. En 1970, on ne détectait pas de PBDE dans le lait maternel ou le sang humain. Mais les taux ont augmenté très rapidement entre 1970 et, disons, 2000. À notre grande surprise, la source majeure d'exposition à ces produits chimiques, tout du moins en Amérique, semble être liée à leur présence dans la poussière. Poussière des maisons, du bureau, des voitures. Quand on pense à la poussière, on se demande comment elle pénètre à l'intérieur des gens. Eh bien, les petits-enfants mettent en permanence leurs doigts dans la bouche et ils marchent à quatre pattes au ras du sol. Mais la poussière s'introduit également chez les adultes, qui mettent aussi, consciemment ou pas, leurs doigts dans la bouche. Les études toxicologiques sur l'animal démontrent que de nombreux retardateurs de flammes sont neurotoxiques. Donc globalement, nous avons ces preuves. Mais le cerveau d'un animal est moins complexe que celui d'un humain. Et nous ne savons pas vraiment comment transposer ces éléments pour évaluer les risques chez les humains. Les premières études sur les effets des PBDE chez les humains sont très récentes. Et dans la plupart des cas, les effets que nous constatons sont quasiment identiques à ceux que nous observons chez les animaux. J'estime donc que les données chez l'animal prédisent ce qui peut arriver chez l'humain. Ou du moins, elles le suggèrent fortement. Après tout, nous sommes des animaux. Many modern plastics, however, are fire resistant. One of the numerous improvements science has made in plastic articles. Il nous faudra des années et des années pour trouver des preuves plus concluantes. Est-ce qu'on doit attendre et laisser les enfants être exposés à tous ces produits chimiques pour nous apercevoir dans plusieurs années que certains d'entre eux sont aussi nocifs que le plomb? Son extrême toxicité pour le cerveau n'a pas empêché le plomb de passer 60 ans dans les carburants de nos voitures, au prétexte que les preuves n'étaient pas suffisamment irréfutables. Oui, mais la recherche a besoin de temps et les scientifiques ne sont pas des livreurs de pizza. This model shows how just the right amount of fluid containing tetraethyl lead and dye is added to the gasoline. Avec le plomb, il nous a fallu des décennies pour prouver que les enfants souffraient d'effets secondaires au niveau du développement de leur cerveau. Ils perdaient des points de QI, diverses capacités, de la mémoire, etc. Il nous a fallu des décennies pour réunir ces informations. Et c'est seulement maintenant que nous comprenons que le plomb est si toxique que globalement, tout le monde, en France et en Europe, est exposé à des taux que nous pouvons considérer comme nocifs, même aujourd'hui. En fait, cela a eu un impact négatif sur le cerveau de toute une génération d'enfants. Tous les gens qui sont nés dans les années 60 et 70 ont été plus ou moins affectés par cette pollution. Est-ce qu'on veut que cela se reproduise? Je dirais que non. Nous devons donc trouver un moyen de prendre des décisions responsables malgré les doutes. La science n'est jamais sûre à 100%. On doit toujours prendre des décisions en dépit des incertitudes. Et il est important de ne pas exiger 100% de certitude pour avancer. Je pense que les scientifiques, en tant que citoyens, ont la responsabilité d'expliquer au public leurs travaux et leur savoir.
Votre cerveau se développe et c'est celui que vous garderez jusqu'à la fin de vos jours. C'est votre unique occasion de développer votre cerveau. Voici donc la recette pour confectionner une maladie contemporaine. Faire mariner une masse de perturbateurs endocriniens dans les liquides amniotiques des années 50 et 60. Et quand les enfants de l'ère synthétique atteignent l'âge adulte, constater l'augmentation de certains problèmes de santé publique. Celui de l'obésité, notamment. Avec l'obésité, le facteur crucial est le rapport entre ce que vous mangez et votre activité physique. C'est évidemment important puisque cela détermine votre équilibre énergétique. Mais nous pensons qu'il n'y a pas que cela. C'est tellement difficile de maigrir. 95% des gens qui perdent du poids le reprennent dans l'année qui suit. Cela veut dire quelque chose, qu'il y a comme une sorte de programmateur. Et si ce programmateur existe, c'est qu'il a peut-être été enclenché au cours du développement. L'ensemble du système est contrôlé de près par les hormones qui disent au corps combien de cellules graisseuses il doit fabriquer et quand exactement il doit le faire. Si un produit chimique extérieur s'immisce et stimule ce circuit au mauvais moment, le corps produira plus de cellules graisseuses. Et parce que cela arrive pendant le développement, au moment où les cellules graisseuses sont fabriquées, alors cet effet sera permanent. Le produit chimique est parti depuis longtemps, mais son effet, lui, dure pour toujours. Nous pensons que les perturbateurs endocriniens stimulent le processus de transformation des cellules souches en cellules graisseuses. Il y aura alors plus de cellules graisseuses et elles auront tendance à vouloir se remplir de graisse. Une dizaine de substances peuvent rendre rats et souris obèses, même à faible dose. Plusieurs pesticides, le bisphénol A et l'acide de perfluorooctane, qu'on trouve notamment dans les revêtements type téflon. Aujourd'hui, la liste n'est pas longue, parce que ce nouveau domaine de recherche n'existe que depuis 5 ans. Mais il semblerait qu'à chaque fois que l'on augmente la quantité d'œstrogène pendant le développement, cela prédispose à l'obésité. C'est là que le destin de l'être humain standard s'éloigne de celui du rat de laboratoire. Nous sommes exposés à des perturbateurs endocriniens qui imitent les oestrogènes, bloquent la testostérone ou perturbent les hormones thyroïdiennes, à de très faibles doses, certes, mais tous les jours, toute la vie et surtout en même temps. Un cocktail à la saveur modernité et aux effets pas vraiment grisants. Nous ne sommes pas exposés à un seul produit à la fois. Vous et moi sommes exposés chaque jour à peut-être des milliers de substances chimiques, ou au moins à des centaines. Certaines vont agir ensemble, d'autres pas, d'autres encore vont se neutraliser. C'est une recherche extrêmement compliquée. Nous sommes tous exposés à un cocktail. Alors quand on identifie un produit chimique qui pose problème, on a besoin de comprendre comment il peut nous affecter de façon isolée et aussi comment il peut nous affecter quand il est en présence d'autres produits chimiques. Donc aujourd'hui, les scientifiques étudient les mixtures de produits chimiques pour essayer de comprendre leur impact. Et dans la plupart des cas, avec des doses comparables à notre exposition environnementale, il semblerait que leurs effets s'additionnent.
La toxicologie a tendance à évaluer les effets des produits chimiques de façon isolée. À chaque produit, ses effets. Mais que se passe-t-il quand plusieurs produits agissent ensemble? Cette question a été longtemps négligée. C'est là que nous avons apporté une contribution, à savoir que plusieurs produits chimiques à très faible dose peuvent avoir un effet important. Dans son laboratoire, Andreas Kortenkamp choisit des perturbateurs endocriniens à des doses si infimes qu'ils ne produisent aucun effet dans un tube à essai ou sur des bébés rats. Puis, il prépare un cocktail de produits qui bloquent la testostérone, disons un phtalate, 2 pesticides, un médicament. Et là, ces doses censées être inoffensives réduisent la distance anogénitale et provoquent malformation du pénis et des testicules. Mon confrère Gray appelle ça les nouvelles mathématiques. 0 plus 0 plus 0 égale quelque chose. Ce ne sont pas vraiment de nouvelles mathématiques, mais cette jolie formule pose bien le cadre du débat. Elle veut dire que si l'on ignore les effets des combinaisons, alors on court le danger de se tromper sur les véritables risques. Quand ils entendent parler des mixtures, les gens se mettent la tête entre les mains en disant « Ouh, c'est trop compliqué, trop de produits, par où commencer ?» Mais je pense que nous pouvons aujourd'hui apporter un peu d'ordre dans ce chaos apparent en expliquant que la plupart de ces effets sont calculables et que nous avons désormais des outils qui nous permettent d'identifier les produits qui contribuent le plus aux effets des mixtures. Les implications de notre travail pour la régulation et l'évaluation des risques sont très importantes. Il n'y a aucun doute que la prise en considération des effets des mixtures fait grimper les estimations de risque. Selon moi, toutes les données sur l'animal et toutes les données sur l'homme nous mènent à penser que nous allons avoir un sérieux problème avec la santé humaine. Si ça se passe comme ça chez la souris, chez le rat et chez le singe, devinez quoi? Il y a de grandes chances pour que ça se passe aussi comme ça chez l'homme. Mes confrères et moi travaillons sur cette question depuis maintenant 20 ans. Et nous accumulons de plus en plus de preuves qui montrent leurs effets sur l'organisme, et sur celui du fœtus en particulier. Des effets qui semblent liés à certaines tendances inquiétantes pour la santé. Et les tendances dans les pays riches depuis une cinquantaine d'années, elles ont comme un air de déjà-vu. Les anomalies de l'appareil génital masculin ont doublé. Le cancer des testicules est devenu le premier cancer chez l'homme jeune. La fertilité s'est effondrée de moitié. Le cancer de la prostate a, lui, quadruplé. Côté femme, il n'y a pas que le cancer du sein. Chez les fillettes américaines, les premiers signes de puberté apparaissent déjà entre 8 et 9 ans. Chez les adultes, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose et les fausses couches perturbent la fertilité. Un enfant européen sur 5 et plus d'un adulte sur 10 est obèse. Le diabète augmente de 5% par an. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires, les altérations du système immunitaire, l'asthme et les problèmes thyroïdiens. Sans oublier l'hyperactivité, les déficits d'apprentissage et les troubles du comportement qui semblent augmenter chez les enfants. C'est-à-dire les mêmes maladies, ou presque, que celles des animaux de laboratoire exposés aux perturbateurs endocriniens.
J'estime qu'il existe aujourd'hui suffisamment d'éléments scientifiques pour agir, ou du moins réfléchir à comment prendre en compte les effets des mixtures et probablement modifier certaines procédures de prise de décision. Nous avons créé un problème très grave et nous devons y faire face. Cela étant dit, les Européens ont inventé le principe de précaution, qui est un outil formidable. Alors pourquoi on ne s'en sert pas? Dites-moi pourquoi. À l'exception notable du Danemark, qui édite un guide à l'intention des femmes enceintes, les pouvoirs publics ne sont ni très réactifs ni très bavards sur la question. Alors les gens sont contraints de bricoler des solutions dans leur coin à partir de bribes d'informations. Impossible de savoir s'il y a des phtalates dans ses tongs, du bisphénol A dans son rasoir ou des PBDE dans la télécommande. Et les étiquettes, quand elles existent, restent souvent incompréhensibles pour le commun des mortels. C'est maintenant notre combat quotidien d'essayer de repérer où se trouvent ces produits chimiques, pour informer les gens et les aider à réduire leur exposition. Ce que je fais, et ce que je recommande aussi aux gens, c'est d'éviter les aliments transformés dans la mesure du possible. Ça colle avec cette idée de manger simple et local, d'aller au marché, de manger bio, car il y a aussi des phtalates dans les pesticides. Et puis, ne pas rapporter chez soi des trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Avez-vous réellement besoin de tous ces gadgets, de tout ce plastique, de tout ce PVC? Pourquoi ne pas acheter un jouet en bois plutôt qu'un jouet en plastique? Nous devrions être prudents avec les tuyaux en PVC. Manger des légumes frais au lieu de conserve. Ne jamais chauffer au micro-ondes des aliments dans du plastique. Ce sont des choses assez simples à faire. Il existe maintenant des sites internet qui vous disent quels cosmétiques et quelles crèmes contiennent le moins de produits chimiques, qui sont des perturbateurs endocriniens. Je recommanderais particulièrement aux jeunes femmes qui cherchent à avoir un enfant et aux femmes enceintes de lire autant qu'elles le peuvent sur le sujet et d'éviter par exemple les cosmétiques. Si j'étais une femme enceinte, je n'utiliserais certainement pas de cosmétiques. Vous et moi pouvons faire beaucoup pour éviter les polluants en nous informant sur la composition des aliments, des cosmétiques, etc. Mais nous ne pouvons pas complètement les empêcher de s'infiltrer en nous parce que la nourriture est probablement une source majeure d'exposition aux produits chimiques. Ça étonne beaucoup les gens. Ils se disent, comment ça? Il y a du plastique dans ma bouffe? Tous les matériaux qui entrent en contact avec les aliments au stade de la fabrication, de l'emballage, du transport, du stockage, de la préparation, tous ces matériaux vont permettre au PVC de se dégager dans la nourriture. On ne sait pas exactement à quel stade, mais quand on teste les aliments, de nombreuses études l'ont fait, on voit bien qu'il y en a. Une émission de télévision britannique a fait une expérience. Elle a mesuré les taux de produits chimiques chez des gens qui mangent bio et mènent une vie saine. Puis elle les a comparés à des gens qui vivent en milieu urbain. Quel choc pour les gens qui mangeaient bio de découvrir que leur sang contenait des taux élevés de certains produits chimiques. Ils étaient frustrés, anéantis. Comment est-ce possible? C'est parce qu'il y a certaines sources d'exposition qu'on ne peut pas contrôler par des choix individuels. Même armé de la meilleure volonté du monde, impossible de se protéger totalement de cette grande invasion chimique.
à moins de revenir à l'état de nature, de retourner vivre dans des grottes ou de rejoindre une communauté amish comme il en existe aux États-Unis. Nous avons étudié une petite communauté près d'ici. Ils n'utilisent pas de plastique, ils cultivent leur propre nourriture et ils n'ont pas de voiture, car il y a aussi des phtalates dans les voitures. Leurs taux de phtalates et de bisphénol A sont très bas. Une femme avait un phthalate à un taux plus élevé parce qu'elle utilisait de la laque pour cheveux, même si elle n'était pas vraiment censée le faire. Mais on l'a vu dans ses urines. Ils n'ont pas de voiture, mais 2 femmes qui étaient montées en voiture peu de temps auparavant avaient aussi des taux plus élevés. Nous savons donc qu'en étant un peu extrêmes, on peut les éliminer. Ils ne sont pas persistants, comme le DDT. Il est impossible que les choix individuels vous protègent des expositions aux produits chimiques. C'est pourquoi nous avons tant besoin d'une politique régulatrice concertée pour nous protéger. On ne pourra pas s'en passer. Dans notre travail, nous essayons d'être aussi proches que possible des autorités régulatrices et nous produisons les meilleures données possibles. Mais nous ne pouvons pas leur dicter leur conduite. C'est souvent très frustrant de voir le peu d'impact du travail scientifique sur les actions politiques ou régulatrices. C'est valable pour le domaine dans lequel je travaille et qui est l'effet des produits chimiques sur la santé. Mais ça l'est aussi dans d'autres domaines, comme le réchauffement climatique, par exemple. Ce que les climatologues disent depuis des années n'a eu aucun impact sur l'action politique. Dans un monde idéal, nous n'en serions pas là. Et si nous en sommes là, c'est parce qu'on a laissé l'industrie commercialiser des produits chimiques sans tester correctement leur toxicité. Quand je pense qu'on a le choix entre 200 sortes de détergents, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, du point de vue économique, certes, si je veux faire fortune en vendant des détergents, mon détergent doit être différent de celui que vend le type d'à côté. Mais peut-on vraiment comparer mon droit de gagner ma vie et le droit des gens à ne pas être intoxiqués? Nous devons faire certains choix qui relèvent de droits fondamentaux. C'est contre-productif d'entamer ce dialogue en disant des industriels ou des responsables qu'ils sont vilains ou de s'en prendre à eux personnellement. C'est le système qui veut ça. Hello, I'm Mr. Money. Bon, on peut aussi comprendre que lorsque nous, les scientifiques, débarquons en disant « Excusez-moi, mais je pense que vous devriez abandonner la production de telles substances », l'accueil ne sera pas chaleureux, évidemment. Je suis un peu préoccupé par le fait que nous allions tout droit vers notre propre extinction à force d'arrogance. C'est une mauvaise association, l'arrogance et l'ignorance. Yes, chemistry has changed the world we live in. If I developed a protocol and I would expose... Supposons que j'écrive un protocole qui prévoit d'exposer des femmes enceintes et des enfants à de faibles doses de pesticides, des doses identiques à celles que l'on trouve dans les aliments ou à proximité des champs après une pulvérisation ou bien dans l'eau du robinet. Et qu'ensuite, je vais voir les membres du comité d'éthique de mon université pour leur demander « Puis-je faire cette expérience, s'il vous plaît ?» Ils me répondront « Vous êtes cinglé. » Vous ne pouvez pas exposer des femmes enceintes et des enfants parce qu'il y a un risque. Ces produits sont peut-être neurotoxiques.
Et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, voici ma conclusion personnelle. Il n'y a aucune éthique dans nos agissements. Et cette expérience dont en fait nous faisons tous partie est dépourvue d'éthique. Il faudra la détermination de toute la société pour changer les choses. Je suis confiante. Nous pouvons y arriver, mais à condition que tout le monde comprenne que notre façon de faire ne fonctionne plus. Oui, c'est un changement radical. In this new world of industrial chemistry, the horizon is unlimited. Unexplored potentialities beckon. Hidden secrets of nature sound a call to this young man, the industrial chemist, the pioneer of tomorrow.